Nous allons étudier le Proche et le Moyen-Orient depuis 1918, c'est-à-dire juste à la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à nos jours. Et comme problématique, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette zone est une zone de tension extrêmement forte, voire de conflit. Mais qu'est-ce qu'on entend par Moyen-Orient? En fait, les Européens ont tendance à parler de Proche et de Moyen-Orient en les distinguant. D'une part, le Proche-Orient, c'est la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et l'Égypte. Et le Moyen-Orient, ce sont les autres pays, c'est-à-dire en fait la Jordanie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Yémen et les États arabes unis. Quant aux Américains et aux Anglais, ils parlent de Moyen-Orient. Et on a tendance à parler Moyen-Orient, soit pour cette partie en orange, soit pour l'ensemble de la zone, ce qui complique évidemment les choses. Pour nous, on décidera de parler de Moyen-Orient, et ceci depuis la Turquie jusqu'au Yémen, de l'Afghanistan à l'Égypte. Le Moyen-Orient est une zone de tension et même de conflit très important. Et cette carte nous le montre abondamment. Tout d'abord, on voit que c'est un pays où les bases militaires américaines sont importantes. On voit des bases militaires en Turquie, on en voit d'autres le long de la mer Rouge, à l'entrée de la mer Rouge, on en voit dans le sultanat d'Oman, on en voit dans le golfe Persique, et puis au Pakistan, en Afghanistan. Mais il y a aussi la flotte américaine qui se trouve en Méditerranée ou bien dans le golfe Persique, en mer Rouge. Et il y a des conflits majeurs importants. Il y a la guerre en Afghanistan entre les Américains et leurs alliés contre Al-Qaïda. Il y a eu deux guerres en Irak. Il y a eu la guerre entre Israël et le Sud-Liban. Et puis il y a les problèmes entre Israël et les Palestiniens. Il y a ensuite eu des révolutions arabes recherchant la démocratie et plus de liberté, mais qui ont tendance à tourner à la guerre civile en Libye, en Égypte et surtout actuellement en Syrie. En plus, c'est une zone où il y a des pays qui ont la bombe atomique, le Pakistan, la Russie, Israël et l'Iran qui probablement cherche aussi à devenir une puissance atomique. Donc on voit que tous les conflits que l'on peut imaginer, guerre ouverte, guerre civile, terreur, sont concentrés dans cette zone-là. Comment se fait-il que le Moyen-Orient soit autant une zone de tension et de conflit? Lorsqu'on parle du Moyen-Orient, on a tendance à parler de la poudrière moyen-orientale. Et pourtant, c'est une région qui a une grande richesse culturelle, qui a un sous-sol qui renferme des quantités impressionnantes de pétrole. Ce sont finalement ces atouts qui se sont transformés en enjeux conflictuels, en enjeux locaux, avec des problèmes ethniques, des problèmes religieux, des problèmes politiques, et au point de vue international, il y a une rivalité entre les grandes puissances pour contrôler cette zone si riche en pétrole. Quels sont ces différents enjeux porteurs de tensions et de conflits? On a tendance à penser que le Moyen-Orient est peuplé exclusivement d'Arabes. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, les Arabes sont majoritaires, on les retrouve en Égypte, en Arabie saoudite, au Yémen et dans tous les pays de la presqu'île arabique, en Irak, en Syrie, en Jordanie, au Liban. Mais les autres ne sont pas arabes. Par exemple, les Turcs ont beau être musulmans, ils ne sont pas arabes. Les Kurdes, ici, sont musulmans, mais ne sont pas arabes. Les Iraniens sont musulmans, mais sont des Perses. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des peuples extrêmement différents, qui ont une histoire différente, qui ont une culture différente, et que donc, ça n'est pas exclusivement une zone peuplée par des Arabes. Et la coexistence de ces peuples différents n'est pas toujours aisée.
Le Moyen-Orient, c'est aussi le foyer des trois principales religions monothéistes. Évidemment, il y a l'islam, mais l'islam lui-même est divisé en deux groupes importants. D'une part, il y a l'islam sunnite, que l'on voit ici dans tous ces pays, Égypte, Turquie, Irak, Syrie, Arabie saoudite. Et puis il y a l'islam chiite. Le chiisme est essentiellement important en Iran et en Irak, mais on le retrouve dans d'autres régions, particulièrement ici dans l'Arabie saoudite, et même le long du golfe Persique ici, il y a aussi des populations chiites. Les deux autres religions représentées au Moyen-Orient sont la religion juive, ici représentée par le mur des Lamentations, et puis les chrétiens d'Orient, qui sont nombreux surtout en Égypte, ce sont les Coptes, au Liban, ce sont les Maronites, et en Syrie et en Irak. Donc on voit que les trois religions monothéistes sont représentées et leur coexistence n'est malheureusement pas toujours pacifique. Le Liban est un véritable exemple de la difficulté parfois de coexistence de courants religieux et de religions. Quand on regarde le puzzle du Liban avec des musulmans sunnites, ici en vert clair, des musulmans chiites en vert foncé, des druzes qui sont des chiites eux aussi mais d'obédience différente, les grecs orthodoxes et les maronites qui sont en fait des chrétiens, et une zone mixte que l'on trouve ici. Or, très souvent, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a guerre civile, comme ce fut le cas pendant 10 ans au Liban, la base est souvent une base religieuse, même si dessus vient se greffer toutes sortes d'autres raisons. Donc, problèmes religieux, enjeux religieux, et ces enjeux sont souvent utilisés au moment des tensions les plus fortes. Le Moyen-Orient est le principal producteur de pétrole du monde. C'est le premier exportateur, il exporte aussi bien vers l'Occident que vers l'Asie, et il a 60% des réserves mondiales connues pour le pétrole et de très grosses ressources en gaz naturel. Quels sont les pays producteurs de pétrole de la région? Eh bien, il y a d'abord l'Iran, très gros producteur de pétrole, l'Irak, le Koweït, qui bien que petit pays est gros producteur, les États arabes unis, qui se trouvent le long de la côte du golfe Persique, et le sultanat d'Oman. On trouve des bassins aussi, mais moins importants, au Yémen et en Égypte. Cette immense richesse qu'est le pétrole crée aussi de gros problèmes dans cette région. Des problèmes d'abord qui peuvent être régionaux. Régionaux pourquoi? Parce que le pétrole évidemment ne respecte pas les frontières. Et par exemple, s'il y a eu tout d'abord une guerre en Irak, c'est parce que le dirigeant irakien, Saddam Hussein, a envahi le Koweït, gros producteur de pétrole, l'accusant de pomper sous la frontière, donc problème de frontières et de pétrole. Mais il existe aussi des problèmes ethniques liés au pétrole. En effet, l'Irak a un second centre pétrolier important, c'est celui qui est proche de Kirkouk, c'est-à-dire au nord de l'Irak. Or, toute cette zone est peuplée par des Kurdes qui réclament l'autonomie, voire l'indépendance. Or, on sait que ces Kurdes existent aussi en Syrie, en Turquie, en Iran, et que chacun de ces pays peuvent jouer sur les rivalités entre les Kurdes et les dirigeants des différents pays. Donc c'est une zone qui peut être une zone de tension importante et c'est une grosse zone de production de pétrole. En plus, ce pétrole peut entraîner des problèmes locaux au niveau des oléoducs. En effet, par exemple, l'Irak peut exporter son pétrole par un oléoduc, mais cet oléoduc passe par l'Arabie saoudite. Or, les relations entre l'Irak et l'Arabie saoudite ne sont pas obligatoirement bonnes. Donc, on voit qu'il peut y avoir des problèmes liés au pétrole au niveau régional, mais c'est surtout au niveau international que ces problèmes sont importants.
En effet, tout d'abord, les exportations se font aussi bien vers l'ouest que vers l'Asie. Or, quand on regarde par où passe ce pétrole, essentiellement lorsqu'il est exporté de manière maritime, eh bien, il doit passer par le golfe Persique et donc ici, il y a le détroit d'Ormuz. Ce détroit d'Ormuz doit être libre pour laisser passer les pétroliers. Et ensuite, il y a l'entrée dans la mer Rouge, un détroit aussi très important. Toute cette zone ici, c'est aussi une zone de piraterie. Et ensuite, il faut passer par le canal de Suez, on voit là son importance, pour aller dans la Méditerranée, puis ensuite vers l'Europe et les États-Unis. En fait, ces passages doivent être sûrs, sécurisés, pour que l'approvisionnement en pétrole puisse se faire aussi bien en Occident qu'en Asie, car toute l'économie mondiale dépend du pétrole. Donc ces zones sont des zones extrêmement importantes pour la géopolitique mondiale. On ne peut oublier le fait aussi que l'extraction de ce pétrole est principalement le fait de très grosses sociétés internationales qui tiennent à conserver leurs richesses dans cette région. Ce pétrole étant très important, il peut parfois servir d'arme aux pays producteurs de pétrole. Nous avons ici les pays qui font partie de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et ces pays qui font partie de l'OPEP peuvent aussi se servir du pétrole comme d'une arme. C'est ce qu'ils ont fait en 1973, où ils ont poussé à la multiplication par 4 du prix du pétrole, parce que c'était la guerre du Kippour, et donc pour faire cesser les hostilités, ils ont utilisé le pétrole. Mais le résultat, ça a déclenché une crise économique, la crise de 73, et cette crise a touché tous les pays occidentaux. On voit que le pétrole est au cœur de la géostratégie mondiale.